Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Je vais donc vous lister 4 modèles de monétisation pour le podcast, assez différents les uns des autres, avec des exemples concrets et réels. La première idée qui vient en tête, et cela vient de l'héritage de la radio, c'est bien entendu le placement de spots publicitaires, ou même le contenu de marque, le brand content, juste quelques secondes ou faisant partie intégrante du contenu en pré-roll ou en mid-roll, en programmatique ou incrusté directement au sein de l'épisode, spot produit à part ou message publicitaire directement par une des voix du podcast, donc ce qu'on appelle le host read. Ce type de monétisation est très courant. Alors en radio, les écrans publicitaires sont longs et mal perçus par les auditeurs, alors qu'en podcast, les publicités sont globalement mieux appréciées et l'auditeur y prête une attention plus attentive, une écoute plus active. Alors c'est aussi parce que les pubs dans les podcasts sont plus créatives aussi, c'est comme ça qu'il faut dire. Après, ça dépend. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Alors, toi, François, tu as pu rencontrer l'équipe d'Acast. Alors, Acast qui propose une solution d'insertion publicitaire en programmatique, si j'ai bien suivi. Alors, c'est de l'insertion qui est dynamique. C'est-à-dire, alors, ils m'ont montré leur outil. Ça ressemble un peu à ce que fait Ocha. D'ailleurs, l'outil ressemble un peu, sauf qu'ils ont une partie monétisation et on peut insérer des spots pubs. Alors, ils ont un outil qui permet de détecter le meilleur endroit pour le mettre dans le podcast, d'en mettre différentes versions également si on veut faire par exemple un random comme on dit, et ils conseillent aussi surtout quelle est la meilleure façon de le faire. Par exemple, ce que disent les gens d'Acast, c'est pas bien de démarrer le podcast avec une pub. Et voilà, l'idée c'est pas de faire ce que font les radios ou de faire juste du sponsoring. Et ils ont un outil assez intéressant là-dessus que j'ai pu tester avec cette insertion dynamique. Après, honnêtement, moi en tant qu'auditeur, ce que je préfère, c'est quand la publicité s'inscrit totalement dans la ligne éditoriale du podcast. Moi, je me souviendrai toujours de la publicité pour les matelas Casper dans Studio 404. Studio 404, c'est un podcast sur la vie numérique, mais dans la façon dont ils énonçaient le sponsor, c'était drôle en fait. C'est le placement de produit, c'est-à-dire c'est la pub en direct, c'est ce que font d'ailleurs des radios comme Europe 1 ou RTL, où c'est dans la voix de la speakerine qu'on donne le nom de la marque qui sponsorise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en radio, c'est quand même c'est le délire de la radio. Voilà, ça reste pas très créatif. Le fait de mettre le sponsor dans la voix de l'animateur, ça c'est ce qu'on appelle le placement de produit. Ça c'est quelque chose qui effectivement, je pense à mon avis, a beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'avenir que le simple spot pub qu'on aurait pu entendre à la radio. Oui, parce que les podcasteurs deviennent des influenceurs, on peut le dire, et donc exactement. Du coup, ça a beaucoup plus d'impact plutôt que mettre un spot classique comme ça, ou même lire bêtement un message publicitaire comme on peut l'entendre en radio. Après, on reste beaucoup sur le tunnel, mais de publicité, mais effectivement ça, sponsoriser des chroniques dans la voix de l'animateur ou du présentateur, c'est je pense quelque chose qui a un avenir. Alors tout dépend comment c'est fait, ça peut être très mal fait. Après, le contenu entier aussi peut être sponsorisé, donc faire du contenu de marque, mais attention à pas non plus faire du public communiqué, tu vois. Ce qu'il faut, c'est vraiment parler du produit, mais les vidéos YouTube le font très bien, ça je trouve, parler d'un produit, mais tout en restant dans la ligne éditoriale globale du podcast. Il faut pas que le produit saucissonne le podcast. L'idée c'est que si l'auditeur il a l'impression qu'on essaye de lui vendre une camelote, plutôt que de lui donner un contenu, il va fuir et ça aura un effet négatif pour tout le monde. Donc effectivement, il y a des façons de faire, il faut être subtil, et quand c'est fait subtilement et quand ça s'intègre vraiment dans le contexte du podcast, pourquoi pas. Alors après, il n'y a pas que la publicité comme modèle économique, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'audience ou alors qui visent une audience de niche, du coup, ce modèle-là ne peut pas forcément fonctionner. Alors c'est pour ça qu'il y a un deuxième moyen de financement. Donc le deuxième moyen de financement le plus courant est le système de dons, le tipping. Donc Tipeee et Patreon sont deux plateformes très prisées par les youtubeurs, mais aussi par des producteurs de podcasts. Alors celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Patrick Béja, qui était l'un des premiers Français à vivre de ses émissions, et ce grâce à ses soutiens sur Patreon. Il a compris très tôt à quel point il était difficile de financer ses podcasts au-delà d'une entreprise personnelle, donc l'échec financier de son réseau de podcasts No Watch confondé et qui est mort en 2013, lui il misait sur la publicité. Donc là maintenant, avec son nouveau projet French Spin, regroupant entre autres le podcast Rendez-vous Tech, les auditeurs le soutenant ont accès à des contenus exclusifs, donc via un fil RSS premium obtenu via Patreon. Alors ça se fait pas trop en fait. Alors il y a une plateforme qui s'appelle Elson là, qui va être lancée par
Karine Fillon, une ancienne de Radio France, qui a travaillé à Move notamment, qui elle veut rémunérer à la durée d'écoute et disons elle est sur une rémunération qui est éthique plutôt que de payer un abonnement comme ça va être le cas demain avec Magellan qui va être la plateforme de podcast lancée par Mathieu Gallet qui veut faire payer moins de 5 € par mois pour des contenus exclusifs audio. Là l'idée c'est on a un crédit et on paye en fonction de ce qu'on a réellement écouté. Donc finalement ça challenge le podcasteur en se disant si c'est pas intéressant je gagnerai rien. Mais c'est sur le modèle finalement de Deezer et Spotify qui rémunèrent à l'écoute en fait. Voilà. Alors moi justement sur ce même principe je suis un projet qui est très intéressant qui s'appelle Podcrypt qui lui est vraiment relié à une blockchain en fait. On parle beaucoup du blockchain mais en fait ça déclenche des contrats intelligents où ça paye en crypto-monnaie automatiquement en fonction de la durée d'écoute de ton podcast. Tu parlais de Magellan, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, Canada, Grande-Bretagne et Australie, le mardi 23 avril, Luminary a été lancé. Donc voilà, c'est un peu le Magellan, il est très contesté d'ailleurs. Très très contesté. Est-ce qu'on est prêt à payer pour de l'audio ? Il va falloir vraiment que ce soit génial pour que les gens payent pour de l'audio, notamment en France. Et surtout que le Daily par exemple, qui est un podcast du New York Times très très connu, a refusé d'être sur Luminary. Donc déjà quand on est sur une plateforme et qu'il n'y a pas un podcast ultra connu, déjà ça sent pas bon pour la plateforme, mais on verra ce que ça va donner. Le modèle auquel je crois le plus, et c'est le 3, c'est l'utilisation du podcast pour de l'inbound marketing. Donc beaucoup d'entreprises, surtout celles exclusivement au numérique, ont un blog ou une newsletter qui apporte du contenu utile à l'internaute, tout en mettant en avant les produits qu'elles vendent. Aucune raison de ne pas faire la même chose en audio, comme fait Twitter avec son podcast Character Count, où à chaque épisode on retrouve un des clients de Twitter qui est mis en avant, décrit à chaque fois comme différent parce qu'il a fait preuve de créativité, qui a été surprenant et efficace avec ses campagnes publicitaires sur Twitter. Donc ici le podcast n'est pas le produit qu'on vend, mais le support qui fait vendre des services et ou des produits de l'entreprise. Alors notons qu'un podcast peut très bien devenir une marque à part entière, ça se fait beaucoup sur YouTube, et donc avec cette marque il y a une déclinaison dédiée de goodies, vêtements, etc. Donc Distortion Podcast par exemple dispose de sa boutique. Ça peut être un cadeau aussi pour des personnes qui participent à une opération de crowdfunding. Donc oui, demain, alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain, s'il y a un podcast mainstream avec un fort sentiment communautaire, on peut imaginer qu'ils puissent lancer des produits dérivés, mais il faut d'abord arriver à attirer une audience et créer ce sentiment de communauté. Ça c'est quand on est déjà assez puissant, et quand on est vraiment très puissant, on peut suivre le dernier exemple de monétisation qui est celui qui me surprend le plus. Vous pouvez gagner de l'argent en organisant des événements en lien avec votre podcast. Par exemple, avec Binge en scène, 2 représentations sont proposées par le studio Binge Audio le 14 et 15 mai au Palais des Glaces, au programme du show mélangeant live et podcast. Donc en fait, ils vont faire sûrement des enregistrements de leur podcast, mais ils font payer les places qui coûtent entre 18 et 30 €. C'est quand même assez incroyable. Ça c'est la recette de la radio aussi, de l'événementiel pour promouvoir sa marque. Pourquoi pas, le Mediapart le fait depuis longtemps, Le Monde aussi, Libération. Utiliser sa marque qui est suffisamment installée pour créer de l'événementiel. Radio France aussi le fait à la Maison de la Radio avec des concerts. Il y a même un bar, un restaurant. Créer de l'événementiel autour. Mais d'abord, il faut installer une marque et avoir un trafic et une communauté avant d'imaginer tout ça. Bien entendu. En tout cas, vous pouvez nous donner votre avis sur ces 4 modèles de financement en nous contactant par mail contact@vocast.fr ou sur Twitter @AnthonyGouraud, ANTHONYGOURAUD. Des ondes Vocast.